Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui donc la correction des exercices que je vous ai postés sur Pronote, en espérant que vous y ayez réfléchi avant de regarder la correction évidemment, voire que vous m'envoyez vos productions que je serai ravi de corriger bien sûr. Donc on commence par le QCM. Alors première question, le réflexe myotatique, on nous dit quoi? On nous dit fait intervenir une seule synapse entre deux neurones moteurs. Ça c'est faux, il n'y a qu'un seul neurone moteur. Fait intervenir une seule synapse entre deux neurones sensoriels. Ça c'est faux, il n'y a qu'un seul neurone sensoriel. Nécessite l'intervention de plusieurs synapses entre neurones moteurs. Ça c'est faux, puisqu'il n'y a qu'une seule synapse et qu'un seul neurone moteur. Et enfin, il reste une seule synapse entre un neurone sensoriel et un neurone moteur. Ça, c'est tout à fait juste. Le neurone moteur conduit un message nerveux, codé en fréquence de potentiel d'action, vers les centres nerveux. Ça c'est faux puisque le message moteur il va vers les muscles, donc c'est pas vers le centre nerveux. Codé en amplitude de potentiel d'action, ça c'est faux puisque c'est en fréquence. Codé en fréquence de potentiel d'action vers le muscle effecteur, ça me paraît tout à fait juste, mais je vérifie quand même parce qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse sur l'autre et la dernière réponse proposée. Présentant toujours la même fréquence et la même amplitude, ça c'est pas possible puisqu'il faut bien que ça change, sinon il ne serait pas possible de coder différentes réponses. Le message nerveux enregistré au niveau d'une fibre neuronale issue d'un récepteur sensoriel, localisé dans un récepteur et dans un muscle étiré. Est au potentiel de repos, ça c'est faux, puisqu'on nous dit bien que le muscle a été étiré. Se propage le long d'un neurone dont le corps cellulaire se situe au niveau d'un ganglion rachidien. Ça me paraît tout à fait juste. Donc on le met en vert, puis on va voir la suite. A été généré au niveau du corps cellulaire situé dans les muscles, ça c'est faux, il n'y a pas de corps cellulaire dans les muscles. Et provient de la synapse neuromusculaire, ça c'est faux. Un accident de la route, un accidenté de la route a une rupture de la moelle épinière au niveau des vertèbres cervicales, au niveau du cou. En ce qui concerne les mouvements au niveau de ses jambes, il n'a ni motricité volontaire ni réflexe, ça c'est faux, il a conservé quelque chose. Il n'a plus de réflexe mais conserve sa motricité volontaire, ça c'est faux puisque la motricité volontaire fait intervenir le cerveau, donc là le message est coupé au niveau des cervicales, donc c'est pas possible. Il n'a plus de motricité volontaire mais conserve ses réflexes, ça me paraît tout à fait juste. Et enfin, on nous dit conserve seulement la sensibilité. Donc ça, c'est faux également, puisqu'il conserve au niveau, donc il conserve la motricité réflexe. Pour le deuxième exercice, qui est un exercice donc de type 1, c'est-à-dire document sans connaissance, l'objectif c'est, à travers différentes expériences de lésions et de sections, de repérer le circuit qui est emprunté lors du réflexe de retrait suite à une brûlure. Donc l'individu met le pied sur quelque chose de brûlant, il retire de manière réflexe son pied, il faut retracer le circuit. Alors la première expérience, on a une section qui est ici au niveau du nerf rachidien, et on observe donc une dégénérescence des fibres situées à droite de la section, une persistance des fibres nerveuses situées à gauche de la section, et on nous dit que l'individu perd sensibilité et motricité. Donc ça veut dire déjà que tout ce qui est à gauche de la section contient les corps cellulaires, et le message est traité ici. Tout ce qui est à droite sera donc juste une circulation. Deuxième expérience, on a une section entre deux parties du ganglion donc dorsal ou spinal, et on nous dit quoi? Que tout ce qui est situé entre les deux sections survit, et tout ce qui est en dessous ici, la racine ventrale, survit également. Seule la partie supérieure va dégénérer. Et on nous dit également dans l'expérience B que la motricité est maintenue, mais que la sensibilité est perdue. Donc ça veut dire que le corps cellulaire du neurone sensitif est situé de part et d'autre de la section, donc dans le ganglion spinal, et emprunte la partie supérieure du nerf rachidien. Dernière expérience, c'est à peu près la même chose, mais pour la partie antérieure, c'est-à-dire ventrale. Là, on a une section où toute la partie supérieure survit, puisque c'est la partie sensitive, donc pas de problème. Et on a la partie inférieure qui dégénère, ce qui veut dire que le corps cellulaire est situé dans la moelle épinière. Donc si je résume, ça veut donc dire que au niveau du circuit, l'individu met le pied sur quelque chose de brûlant, le récepteur détecte donc le stimulus thermique, il envoie le message par une fibre sensitive qui va passer par la partie supérieure et la racine et la partie dorsale du ganglion spinal ici, avec le corps cellulaire. Un autre prolongement va dans la moelle épinière au niveau de la substance grise. Synapse avec le neurone moteur qui emprunte la racine antérieure, c'est-à-dire ventrale, puis va descendre par le nerf rachidien jusqu'au muscle pour provoquer le retrait du pied.
Donc voilà pour cet exercice 1, rien de connaissances à rajouter, uniquement une description précise des expériences. Pour ce deuxième exercice, donc qui est un exercice de type 2, c'est-à-dire connaissances et documents, on travaille donc sur une maladie appelée la myasthénie, qui a une particularité puisqu'on nous dit que c'est une myasthénie auto-immune. On a déjà vu le chapitre d'immunologie et on sait que auto-immune, ça veut dire que le système immunitaire se retourne contre des cellules ou des molécules de l'individu. En plus de l'explication de la maladie, il faut aussi corriger un schéma qu'une élève a produit afin d'expliquer la maladie, et donc il faut qu'on corrige ce schéma. Alors, qu'est-ce que la myasthénie? On nous dit déjà que c'est une maladie neuromusculaire, donc ça va parler des contractions, des messages moteurs par exemple, et on nous dit que c'est causé par un dysfonctionnement de la synapse neuromusculaire. Donc précision très importante, puisque ça veut dire qu'on ne va pas forcément s'intéresser à ce qui se passe au niveau des centres nerveux, la moelle épinière, est-ce que c'est au niveau de la synapse entre ces deux neurones-là? Non, c'est aussi au niveau neuromusculaire. Les symptômes, qu'est-ce que c'est? C'est faiblesse musculaire d'intensité de durée variable qui peut toucher n'importe quel muscle. Cette faiblesse augmente à l'effort ou à la répétition du mouvement et peut aboutir à une paralysie partielle du ou des muscles concernés. Ça apparaît entre 20 et 40 ans et ça touche environ 5 à 10 personnes sur 100 000. On nous dit ensuite que la myasthénie est causée par un dysfonctionnement du système immunitaire, d'où le nom de maladie auto-immune, pas de problème. Mais on a quand même des précisions importantes. L'individu fabrique des anticorps dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine. Donc les anticorps produits vont attaquer les récepteurs à l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur qui provoque sur la synapse, dans la synapse neuromusculaire et donc sur le neurone post-synaptique, la poursuite des potentiels musculaires et donc la contraction du muscle. Et donc là, ça ne marchera pas. On nous dit ensuite que les organes lymphoïdes sont des organes dans lesquels les cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes, sont produits et arrivent à maturité. Il arrive parfois que des lymphocytes soient capables de réagir contre des molécules de leur propre organisme. On dit qu'ils sont autoréactifs. On avait vu ce type de cellules et on avait dit que grâce à un contrôle de qualité, ces cellules étaient éliminées parce qu'elles étaient dangereuses. Et évidemment, dans ce cas-là, pour la maladie auto-immune, ce contrôle de qualité ne va pas fonctionner et du coup, ces cellules seront libérées et pourront être dangereuses en attaquant l'organisme. Donc là, c'est ce que nous expliquait après. Autre document qui parle d'une expérience, ça nous parle de l'alpha-bungarotoxine, qui est une toxine extraite d'un venin de serpent qui possède la propriété de se fixer sur les récepteurs à acétylcholine. Donc c'est un venin paralysant. Son injection à une souris entraîne des symptômes analogues à ceux de la myasthénie. Et dans l'expérience, on va rendre radioactive cette toxine-là afin de pouvoir la repérer et où elle se trouve. Et donc elle est censée se trouver au niveau des récepteurs à acétylcholine évidemment. Donc on met en présence cette molécule radioactive au niveau des cellules musculaires prélevées chez un individu sain et un individu myasthénique. On rince pour enlever toutes les molécules non fixées et on observe par autoradiographie. Ce qu'on observe, donc c'est ici le neurone moteur et son extrémité, donc la synapse neuromusculaire, la fibre musculaire qui est ici, et là on voit la radioactivité. Là on a beaucoup de points sombres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bungarotoxines, donc beaucoup de récepteurs à acétylcholine. Et là, on nous dit qu'il y a peu de on voit plutôt qu'il y a peu de radioactivité, donc peu de bungarotoxines, donc peu de récepteurs. Sauf qu'on nous dit ici que le nombre de récepteurs sur les fibres musculaires est le même. Donc ce n'est pas un problème de manque de récepteurs, mais ça veut dire que la toxine n'a pas réussi à se fixer sur les récepteurs. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà occupés. En l'occurrence, ils étaient déjà occupés chez l'individu myasthénique par les anticorps auto-immuns. Dernière expérience, on applique une stimulation électrique sur une fibre nerveuse motrice, donc en fin de message en fait, en fin de circuit, chez un sujet sain et myasthénique, pour voir et pour provoquer la contraction du muscle qu'elle innerve. Et on enregistre la réponse électrique au niveau du muscle. Là, on voit une réponse avec beaucoup de potentiel d'action musculaire. Et là, on voit une réponse avec des potentiels qui ont la même amplitude, donc pas de problème. Par contre, il y en a beaucoup moins, donc ça veut dire que la réponse est beaucoup moins forte, d'où la paralysie ou la grande fatigabilité de ces individus-là. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce schéma-là. Donc j'ai fait une capture d'écran qui est ici, et on va pouvoir la noter pour essayer de repérer donc, les erreurs. Alors, on va agrandir un petit peu, voilà. On nous dit quoi? Organes lymphoïdes, absence de cellules autoréactives. Là déjà, on a une première erreur, parce que s'il n'y avait pas de cellules autoréactives, il n'y aurait pas de maladie. Donc c'est la première, on nous dit qu'il y en a 5. Sortie des lymphocytes, production d'anticorps, bon, pas de problème, on pourrait lui reprocher de ne pas préciser quel type de lymphocyte, mais enfin, c'est pas une erreur.
Site de reconnaissance spécifique à l'acétylcholine. Là, c'est une erreur, puisqu'il est bien dit dans le texte que les anticorps se fixent sur le récepteur à acétylcholine. Là, on a axone du neurone présynaptique, on est bon. Potentiel d'action du motoneurone, on est bon, c'est pas là où se situe le problème. Bouton synaptique neuromusculaire, pas de problème. Là, ici, on a une troisième erreur qui est que l'anticorps se fixe sur les molécules d'acétylcholine, donc c'est pas bon, troisième erreur. Là, ici, on a fibre musculaire, donc là, ici, on peut considérer que c'est juste, c'est pas encore trop grave. Par contre, ici, on a une réponse du muscle identique à celle d'un individu sain. Donc ça, c'est faux, puisqu'on avait vu qu'il y avait beaucoup moins de potentiel musculaire ici. Donc là, on a 4 erreurs évidentes. Il reste à trouver la cinquième. Alors, la cinquième erreur pourrait être le fait qu'à aucun moment, on voit les récepteurs qui sont fixés, bon, autour du fait que les jantes sont incomplètes, mais c'est pas grave, on voit à aucun moment les récepteurs qui sont occupés par ou fixés par les anticorps. Donc là, c'est évidemment un problème. Donc voilà toutes les erreurs qu'il y avait sur le schéma. Si on devait rajouter les molécules de bungarotoxine, on pourrait le faire ici, eh bien elles se situeraient ici, c'est-à-dire sur les récepteurs, ce qui provoquerait l'empêchement ici des molécules d'acétylcholine de se fixer, donc la paralysie de l'individu. Je reviens au sujet, je relis un petit peu le sujet pour voir si j'ai rien oublié. Rédiger un texte présentant l'origine des symptômes, on l'a expliqué. Des anticorps qui attaquent les récepteurs à acétylcholine, récepteurs qui sont censés propager le message grâce à l'acétylcholine de la contraction musculaire. Corriger le schéma, puis finir de légender. Donc pour ce qui est des légendes, on l'a dit, ici ce serait donc l'acétylcholine, là ce serait la fente synaptique, et ici ce seraient les récepteurs à acétylcholine. Et je crois que le reste est bon. Donc voilà pour ce deuxième exercice. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas à me l'envoyer bien évidemment et aussi à me proposer vos exercices. C'est comme ça que vous verrez si ce chapitre a été acquis ou non. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir.